Bonsoir à tous et merci à tout le monde d'être avec nous et de poursuivre ce très beau cycle, je crois. Et très précisément, donc, nous allons retrouver Frédéric Chidot pour une deuxième rencontre, donc après celle de mardi dernier, qui s'intitule David Ben Gurion à Paris, le rendez-vous forcé avec la France. Donc, c'est vraiment tout un programme et on a hâte de l'écouter. Et juste avant, comme je l'ai fait ces dernières rencontres, en fait, je voulais donner un petit plus à ces rencontres. Et cette fois-ci, ce ne sera pas Kessel, et ce sera plutôt un poète. Toute l'histoire d'Israël, comme sûrement pour tous les autres pays, mais toute l'histoire d'Israël est vraiment égrenée en fait de poèmes, de poètes, de très grands poètes. Et en particulier, j'ai choisi en fait un poète dont nous fêtons cette année les 50 ans de sa disparition, Nathan Alterman. Nathan Alterman, qui est né à Varsovie en 1910 et mort à Tel Aviv en 1970, est un des plus grands poètes de l'histoire de ce pays. C'est un écrivain prolixe, puisqu'il a plus de 50 titres à son actif, beaucoup de poésie, mais également dramaturge, également essayiste. Et puis, ce que je voulais rajouter, en fait, et du coup, c'est un lien avec notre rencontre de ce soir. Nathan Alterman, en fait, comme quelques autres, a décidé de partir à Paris en 1930. Il avait 19 ans. Pour séjourner, d'une part, pour aller étudier à la Sorbonne, et puis ensuite, il a rejoint Nancy pour y étudier l'agronomie. Et donc, c'est avec un diplôme d'agronome qu'il revient en Israël, qu'il a obtenu donc à Nancy. Donc, c'est très intéressant. Et ces années-là vont lui permettre, oui, vont lui permettre, oui, vont lui il a étudié avec le père de Rafi, et non seulement ils ont étudié ensemble l'agronomie, mais en plus ils ont partagé l'appartement. Lui, le père de Rafi, et Barzilai, qui est devenu plus tard ministre de la Santé. C'est génial. C'est génial. Donc voilà, donc il y a quand même ce lien avec la France. Et puis, Alterman est devenu a été également un très grand traducteur de Shakespeare et aussi de Molière et de Racine. Je peux vous dire, juste comme une petite anecdote, il y a quelques années, lorsque nous avons voulu faire une lecture de Phèdre, donc en version bilingue, en français et en hébreu, je me suis dit, Alterman, c'est quand même un peu loin, il faudrait peut-être revoir. Et les personnes avec qui j'ai travaillé, donc qui sont des traducteurs, de très bons traducteurs en fait, du français vers l'hébreu, m'ont dit, on ne touche rien. C'est-à-dire que la traduction hébraïque de Phèdre en hébreu, donc par Nathan Alterman, est totalement lisible et je veux dire, elle est parfaite pour être jouée encore aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable, c'est quand même extraordinaire. Donc ça, je voulais vous le dire. Et puis, alors j'ai décidé de lire un poème, bien sûr. Ce poème, c'est le poème peut-être l'un des plus connus en fait de Nathan Alterman, qui s'appelle Le plateau d'argent, qui a été écrit justement au moment de la guerre d'indépendance. Nous sommes en plein dans notre sujet. Et ce poème s'appelle Le plateau d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il fait référence à cette phrase de Chaim Weizmann qui avait dit « Aucun peuple n'a jamais reçu le don de son État sur un plateau d'argent. » Donc voici le poème. Tout s'apaise sur cette terre au dernier feu du crépuscule, alors qu'elle sombre lentement dans la nuit, entourée de nuées lointaines. C'est là qu'est dressée la nation, cœur affligé, mais palpitant, prête d'accomplir son miracle, miracle unique et sans retour. Parée pour la cérémonie, surgit face à la lune, apprêtée bien avant l'aube, en parure de fête et d'effroi. Au-devant d'elle arrivent alors jeunes garçons et jeunes filles, et tout doux, ils s'avancent, affrontant leur nation.
vêtus à l'ordinaire avec ceinturon, brodequins lourds, ils gravissent le chemin, ils marchent sans mot dire. Ils n'ont point changé de vêture, ils n'ont point lavé à grande eau les traces de leur journée de labeur et de leur nuit sur la ligne de front embrasée. Épuisés de fatigue, ayant juré d'être de garde sans relâche, nimbés des neuves ferveurs du peuple hébreu, tous deux, en silence, s'approchent et sans nul geste, ils se tiennent droit. Nul ne sait s'ils sont en vie ou ont péri criblés de balles. Saisis de larmes et de stupeur, la nation les interpelle. Elle demande « Mais qui donc êtes-vous » et de répondre « C'est nous qui sommes le plateau d'argent sur lequel la patrie des Juifs t'est offerte. » Ainsi parlèrent-ils, écroulés à ses pieds, enveloppés de pénombre. Et le reste sera compté dans les chroniques d'Israël. Voilà, ce très beau poème de Nathan Alterman, qui je crois est une belle ouverture, mais nous allons remonter un tout petit peu le temps. Frédéric Chilot, je vous passe la parole, puisque nous sommes, je crois, en 1946. Oui. Un tout petit peu avant. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci, Roselyne. Oui, on est juste un petit peu avant. 1946, c'est un épisode méconnu des relations entre la France et Israël. On est avant la création d'Israël. C'est Israël avant Israël, comme l'écrivait David Ben Gurion dans ses mémoires en français. Alors, c'est un rendez-vous manqué. Pourquoi un rendez-vous forcé, pardon? Parce qu'avant, c'était un rendez-vous manqué. Les sionistes avaient beau essayer de capter l'attention des autorités françaises, eh bien, la France ne s'intéressait pas au mouvement sioniste, elle ne s'intéressait pas à la Palestine mandataire. Dès lors que la France a eu un mandat sur la Syrie et le Liban, eh bien, elle s'est désintéressée de la Palestine mandataire. Ça ne fait pas partie de sa zone d'influence, tout simplement. En Palestine mandataire, les Français, ils n'ont que des intérêts religieux. Ce sont les œuvres religieuses, scolaires, hospitalières, avec Jérusalem au cœur, mais la Palestine mandataire, ça ne les intéresse pas et la question juive les touche très peu. En octobre 1945, le Mishmar, un journal du Yishuv, résume très bien la situation en France. Un vent froid souffle sur le sionisme en France. Ce sera donc un rendez-vous forcé. Pourquoi? Parce que David Ben Gurion va forcer le destin, il va investir Paris pour des opérations qui seront surtout des opérations d'ailleurs clandestines, pas des opérations officielles. Alors la question, c'est un peu le fil rouge de ce séminaire. Pourquoi il choisit Paris? Pourquoi il va venir à Paris? Est-ce que c'est un choix du cœur ou un choix de raison? On va voir que ce sont des raisons très objectives, très réalistes qui ont présidé à ce choix, même si, bien sûr, il y a la volonté de capter les cœurs et de gagner l'opinion, de gagner les décideurs français. Et on va voir que Paris, ça représente quelque chose de très important. Paris, la rencontre entre Ben Gurion et Paris en 1946, c'est très important dans l'histoire des relations entre la France et Israël. C'est très important parce que ça va bouleverser aussi le mouvement sioniste. Il y a un basculement, vous allez voir, à l'intérieur du mouvement sioniste. Et puis Paris, c'est une rupture dans l'itinéraire aussi de Ben Gurion et des choix stratégiques qu'il prend dans la capitale française. Alors Ben Gurion à Paris, eh bien, à partir de juin 1946, il s'installe à Paris. Il a 60 ans, c'est le chef du Yishuv depuis 11 ans. Il a pris déjà un petit peu l'ascendant sur Weizmann, le chef de l'organisation sioniste mondiale. Et Ben Gurion, il réside à Paris de façon régulière pendant 5 mois, de juin à novembre 1946. Alors, il va faire des voyages, il va partir par exemple quelques jours à Washington, ou bien il se rendra pendant cette période en Allemagne dans les camps de personnes déplacées. Mais vraiment, Paris, c'est son
port d'attache pendant toute cette période. Et précisément, c'est l'hôtel Royal Monceau. Très bon choix, un hôtel prisé des intellectuels. Kessel, par exemple, adorait descendre à l'hôtel Royal Monceau, rue Hoche, un hôtel de luxe. Hein. Ah, oui, avenue H, à côté du parc Monceau. D'ailleurs, on décrit, par exemple, certains décrivent les longues méditations qu'il a face au parc Monceau. Il écoute évidemment les nouvelles venues de la Palestine mandataire. Il est branché sur la BBC. Et puis, il a la radio, évidemment, la radio qu'il le branche directement avec le chef de la Haganah. Vous savez, alors, on ne sait pas grand-chose, en fait, de ce séjour au Royal Monceau. On sait, par exemple, qu'il avait comme voisin de palier Ho Chi Minh, le leader vietnamien. Mais de ses journées, de sa vie au quotidien à Paris, il y a très peu de choses. Ses amis, son entourage aussi, disent peu de choses. Et pour cause, Ben Gurion à Paris, il est retranché à Paris, il est en exil à Paris. Il devrait être dans le Yishuv auprès de ses hommes. Il pourrait être à Londres, siège de l'agence juive, auprès de Chaim Weizmann, et non, il ne le fait pas, il choisit d'être à Paris. Alors pourquoi Paris? Paris, il y est déjà venu en septembre 1945. Il avait quitté Londres furieux par la politique de restriction de l'immigration juive. Les Britanniques veulent absolument restreindre les visas et restreindre l'immigration juive. Furieux, il est parti à Paris. Et là, contre l'avis de Weizmann, il a déclenché la révolte armée en Palestine. La révolte armée contre les autorités mandataires en Palestine. Et pendant tout l'hiver, alors que la guerre, la révolte armée fait rage en Palestine, des opérations de sabotage, d'attaque, de représailles, eh bien lui, il fait des allers-retours entre Paris et Londres. À Londres, c'est le chef de l'agence juive, très officiel, qui discute avec les autorités britanniques. Et à Paris, eh bien, c'est le représentant de la révolte, hein, c'est le résistant à Paris. Et Paris est alors une base de repli. Alors, cette révolte armée, il y a une trêve au printemps 46, au mars-avril 46, c'est exactement le moment où la commission anglo-américaine étudie la question de Palestine. Et elle donne son verdict le 1er mai, elle rend son rapport. Et son rapport, la commission anglo-américaine, qui est chargée de voir un petit peu comment régler cette question du mandat et de la question de Palestine, la déclaration Balfour, il faut un foyer juif en Palestine, eh bien, la commission anglo-américaine décide qu'il faut accorder immédiatement 100 000 visas d'immigration aux juifs. Et les Britanniques s'y refusent, ils sont toujours dans l'opposition, et à ce moment-là, Ben Gurion décide de reprendre la révolte armée et de repartir à Paris. Et donc, à partir de ce moment-là, Paris devient vraiment la base arrière de la révolte armée qui reprend dans le Yishuv et de manière encore plus efficace, de manière encore plus dure, plus efficace parce que la Haganah, l'armée de l'agence juive, mais aussi le groupe Stern, le Hetzel, hein, l'Irgun, on l'appelle l'Irgun, les organisations paramilitaires qui usent de la violence et qui ont des actes, recours à des actes terroristes, eh bien, il y a une alliance entre ces groupes. Et donc, c'est une révolte très efficace. D'ailleurs, leur premier coup d'éclat, c'est dans la nuit du 16 au 17 juin 1946. La Palestine mandataire est totalement coupée. Ils réussissent à briser, à détruire 10 des 11 ponts qui relient la Palestine mandataire à ses voisins. La Palestine mandataire est totalement isolée. Et la répression britannique, elle va être à la mesure de cela, elle est féroce. Le 29 juin, les Britanniques font un coup d'éclat, un coup de force, qui va rester dans l'histoire comme le samedi noir. Hein. C'est un samedi, l'agence juive à Jérusalem est perquisitionnée et tous les dirigeants de l'agence juive qui sont soupçonnés de lien avec l'entreprise terroriste, avec ce coup avec ce premier succès, eh bien, ils sont arrêtés
En tout, 2700 personnes sont arrêtées. Parmi eux, par exemple, il y a Moshe Shartak, le futur Moshe Sharet, le directeur du bureau politique de la Gente juive. Les Britanniques recherchent tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cette révolte. Et s'il y avait des affiches wanted à placarder dans les rues de Jérusalem et d'ailleurs, eh bien, ce serait Ben Gurion qui apparaîtrait. Et Ben Gurion, il est à Paris. Il est à Paris. Et d'ailleurs, il apprend la nouvelle de ce samedi noir. Il l'apprend le soir même à Paris en écoutant la BBC de manière fortuite, et ce qu'il appellera comme un pogrom. Et il l'apprend, il est sous le choc. Alors il demande à un de ses proches, Ehud Avriel, de le promener toute la nuit dans les rues de Paris. Pendant plusieurs heures, ils vont tourner dans les rues de Paris. Ben Gurion ne dit pas un mot. Et selon le témoignage de Shmuel Avriel, il rentre à l'hôtel Royal Monceau et là il dit « il nous faut un État. Nous devons avoir un État ». C'est-à-dire, bon, évidemment, le mouvement sioniste souhaite un État et souhaite l'installation du foyer juif en Palestine, mais il nous faut un État, c'est-à-dire il faut prendre des mesures radicales et Ben Gurion choisit la confrontation avec les Britanniques à ce moment-là et il choisit aussi une solution viable à proposer aux Britanniques aussi et à l'opinion internationale pour l'établissement d'un foyer national en Palestine. Et à partir de ce moment-là, de base arrière de la révolte, eh bien, Paris va accueillir alors tous ceux qui ont réussi à fuir les autorités britanniques, notamment Moshe Sneh, le chef de la Haganah, échappe à ce que Ben Gurion appelait un pogrom, et il vient se réfugier à Paris auprès de Ben Gurion. Et à ce moment-là, Paris devient citadelle. Et c'est vrai que les proches de Ben Gurion racontent il voulait aller en Palestine, il voulait rejoindre ses amis qui avaient été emprisonnés, épouser leur sort. Bon, il est à Paris et il peut continuer la révolte. Et Paris, à ce moment-là, incarne vraiment une rupture, une double rupture. D'abord, c'est une rupture idéologique et politique à l'égard de Weizmann. Il y a à l'égard de l'homme de Londres. Weizmann, c'est l'homme de Londres. Et Ben Gurion, lui, c'est l'homme de la révolte décidé à Paris. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est vraiment une rupture avec le Yishuv. Le Yishuv en guerre, et en guerre terrible. Les opérations se poursuivent, et notamment, le 22 juillet, il y a cette opération au King David. Alors, tout le monde connaît, bien sûr, l'attentat du King David au QG des forces britanniques et le gouvernement civil qui sont réunis dans l'aile sud du King David. Cette opération contre le King David, elle a été décidée par la Haganah et l'Irgun. Et la Haganah, finalement, a renoncé à ce projet. L'Irgun a continué, l'Irgun est allé jusqu'au bout. Et donc, le 22 juillet, on connaît l'histoire des livreurs, des membres de l'Irgun déguisés en livreurs arrivent au QG britannique, au King David, et ils vont poser des charges. Le fait est qu'ils préviennent quand même les autorités britanniques qu'il y aura un attentat. Et les démineurs, et d'ailleurs ils préviennent qui? Ils préviennent le consulat général français qui est juste en contrebas à Jérusalem. Les démineurs arrivent à déminer toutes les bombes, sauf une qui est dévastatrice. 91 morts, il y a 28 officiers britanniques qui meurent, et en fait il y a une majorité de victimes arabes, quelques victimes juives aussi. Et le risque à ce moment-là pour Ben Gurion, c'est qu'il est retranché à Paris, et c'est qu'il soit vu comme un extrémiste. Le risque, c'est que de bastion, de citadelle, eh bien, Paris devienne son tombeau sur la scène intérieure, parce que à ce moment-là, Begin, par exemple, en profite pour dire les vrais leaders, ils sont dans le Yishuv, ce sont eux qui décident. Et à Paris, vous avez, il cite les prisonniers de Paris, Ben Gurion et Moshe Sneh, le chef de la Haganah, qui a réussi à fuir Paris. Mais il y a aussi le problème, c'est que
Paris devienne son tombeau sur la scène internationale parce qu'on le voit comme un extrémiste. D'ailleurs, certains le considèrent comme un sioniste extrémiste. Ben Gurion est obligé de se justifier. Il déclare par exemple en juillet, la presse annonce qu'une nouvelle direction sioniste composée d'éléments de droite extrême est au pouvoir. Je n'appartiens pas à cette dernière car j'ai toujours été ouvrier et socialiste. Et à ce moment-là, il décide, alors d'abord d'en finir avec les attentats terroristes avec l'Irgun, mais surtout de se réorienter. Et de réorienter sa stratégie vers quoi? Vers l'immigration illégale. C'est le mot d'ordre, c'est l'Aliabet. Et l'Aliabet, c'est aussi à Paris que tout ça se joue parce que Paris devient la plaque tournante de l'immigration illégale, la plaque tournante de ce qu'on appelle le Mossad. À Mossad l'Aliabet, l'Institut pour l'immigration clandestine vers la Palestine. Alors à Paris, il y a Ben Gurion à l'hôtel Royal Monceau. Eh bien, juste à côté, avenue Victor Hugo, dans une chambre de l'hôtel Métropole, il y a l'organe planificateur de l'immigration clandestine, c'est le Mossad qui est installé là. Et là, c'est un véritable QG qui organise, qui planifie toute l'immigration clandestine. Alors, il faut imaginer le QG avec des radios, on est en ligne directe avec la Palestine, mais aussi toutes les agences du Mossad en Europe, Allemagne, Pologne, Tchécoslovaquie, Autriche, pour rapatrier les réfugiés. Tout ça se fait de manière tout à fait clandestine. Donc, il faut le moindre de traces possible. Et de Paris, eh bien, sous la direction de Shaltiel, de David Shaltiel, le premier agent du Mossad, de Paris est organisée l'immigration vers la terre promise. De mars 1946 à juin 1948, ce sont 24 bateaux clandestins qui transportent plus de 25 000 réfugiés. C'est plus d'un tiers des réfugiés qui partent vers les côtes et qui partent rejoindre la terre promise. Et la France, donc, c'est vraiment cette plaque tournante de l'immigration. C'est une opération clandestine. Le fait est qu'à partir d'août 1946, les Britanniques restreignent encore plus l'immigration et à partir d'août 1946, ils lancent l'opération Igloo. C'est très sympathique comme appellation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne daignent même pas aux réfugiés, les réfugiés survivants de la Shoah, ils ne leur daignent même pas l'occasion, la chance de fouler la terre promise. Et ils les refoulent vers Chypre, vers les camps d'internement à Chypre, dans des bateaux-cages. Et à ce moment-là, Ben Gurion décide que cette immigration clandestine, il faut aussi faire des coups d'éclat et que le monde sache que l'immigration clandestine, elle est évidemment arrêtée par les Britanniques de manière très dure. Et Paris est privilégié. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Pourquoi pas l'Italie? Il y a d'autres réseaux. Alors Paris, c'est la capitale de l'Aliabet. Pourquoi? Il y a des raisons tout à fait objectives, tout à fait des raisons géographiques d'abord. Sur la carte de l'Europe en ruine, eh bien la France est celle qui est la plus proche. Elle est proche des camps de réfugiés, des camps des personnes déplacées. Ce qui est intéressant aussi avec Paris, c'est la longueur de ses côtes, et notamment en Méditerranée, avec ces grands ports en Méditerranée qui peuvent accueillir de grands navires. Pourquoi c'est important? Parce qu'au moment, dès lors que Ben Gurion décide de marquer le coup, d'alerter l'opinion internationale, de faire des coups d'éclat, des coups d'éclat autour de la question des réfugiés, il lui faut des grands bateaux et un maximum de réfugiés qu'il va sauver et aussi un maximum de personnes pour alerter l'opinion. Il inaugure donc l'ère des grands navires et par exemple, en mars 1946, le premier bateau qui part de France, c'est le Tel Chai. Il a à son bord 736 passagers. À la fin de l'année,
C'est un bateau qui part là aussi de La Ciotat, 1280 passagers. Mais l'année suivante, déjà quelques mois plus tard, l'Exodus, ce sont 4500 clandestins, hein, 4500 réfugiés, donc c'est énorme. Et il y a évidemment chez Ben Gurion la volonté de faire des coups d'éclat, de provoquer aussi les Britanniques et de montrer au monde la politique britannique. Pourquoi pas l'Italie? L'Italie, par exemple, il y a aussi un réseau du Mossad, il y a aussi les côtes de Méditerranée qui peuvent très bien accueillir des bateaux, elles le font d'ailleurs. Il y a une différence essentielle avec l'Italie, c'est que l'Italie, elle est occupée. Et que la France, c'est la France qui n'est pas aux occupés, c'est la France libre. Et c'est une France d'ailleurs très libérale. Un des fondateurs du Mossad, Yehuda Baginski, le dit, je le cite, « En France, on pouvait agir relativement librement. La France n'était pas un pays occupé. Les Anglais n'y mettaient pas les pieds, les Français conservaient leur indépendance et rejetaient toute ingérence extérieure. » Alors, il ne faudrait pas croire que cette grande libéralité, cela signifie une grande tolérance et un choix du cœur philo-sioniste envers les sionistes. Non, cette tolérance, ça cache un laisser-faire. On ferme les yeux sur les activités illégales, l'immigration illégale. On ferme les yeux, on laisse faire, on le permet aussi. Et finalement, les Français ne sont pas mécontents de voir que les Britanniques se retrouvent dans des situations terribles et doivent se démener dans leur mandat en Palestine, après que les Britanniques aient chassé les Français du Levant, de leur mandat en Syrie et au Liban. Donc c'est une douce revanche que les Français prennent sur la perfide Albion à ce moment-là. Dernier atout essentiel pour la France, pourquoi Ben Gurion choisit la France? Il le sait dès le départ, il y a là des réseaux de la résistance qui vont lui être utiles et vont être utiles au mouvement sioniste. D'abord, les réseaux de la résistance, par exemple, c'est l'armée juive, un réseau très important pendant la guerre qui a permis le sauvetage de nombreux juifs et qui est aussi en lien avec les sionistes pour rapatrier les juifs en Palestine. Pourquoi c'est important, l'agent juif? Parce qu'elle l'armée juive, elle va fournir son savoir-faire. Le savoir-faire des résistances, c'est quoi? Ce sont des papiers, le transfert des frontières, le passage des frontières, des faux papiers, du matériel de liaison. Tout ça, c'est un savoir-faire qui va être très utile au mouvement sioniste. Et puis l'armée juive aussi, très intéressant, elle va aussi préparer les réfugiés au combat en Palestine. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout autour de Marseille, là d'où partent les bateaux de réfugiés, il y a des camps de transit, mais il y a aussi des camps d'entraînement. Parce qu'on les entraîne, les réfugiés, certains, en vue de la lutte armée en Palestine, c'est la Yad Gimel. Et ça, c'est l'armée juive qui le fait. Pourquoi la résistance aussi est si importante pour le Ben Gurion? Il sait qu'à travers les réseaux de la résistance, il va trouver les futurs alliés pour le mouvement sioniste. Alors, les réseaux de la résistance, c'est d'abord les réseaux gaullistes, évidemment. De Gaulle, il ne le verra pas. Il a cherché à le voir, il a voulu le rencontrer, mais De Gaulle démissionne le 20 janvier 1946, il quitte le gouvernement. Restent tous les réseaux gaullistes et reste la France gaulliste qu'il faut gagner aussi, que le mouvement sioniste souhaite gagner. Et puis, il y a tous les réseaux autour de Léon Blum. Et ça, c'est un réseau très puissant, très influent, et qu'on va retrouver, par exemple, dans l'affaire de l'Exodus. Par exemple, autour de Léon Blum, on trouve André Blumel, très proche de Blum, parce qu'il était son collaborateur au barreau de Paris quand il était avocat. C'était son directeur de cabinet à Matignon sous le Front populaire. Il a été résistant. Et pendant la guerre, eh bien, André Blumel, il a partagé la détention avec Édouard Depreux. Et Édouard Depreux, c'est celui qu'on appellera plus tard le ministre de l'Exodus, qui sera ministre de l'Intérieur pendant l'affaire de l'Exodus. Édouard Depreux lui-même
pendant ces années de résistance est lié avec des gens qu'on va retrouver à la DST, Ouibot et d'autres à la DST. Et puis, il est aussi lui-même proche de Jules Mock. Jules Mock, qui sera le ministre des Transports pendant l'affaire de l'Exodus. Et tout ce monde-là, tout ce réseau-là, c'est un cercle qui est autour de Léon Blum. Qu'est-ce qui les relie? Eh bien, d'abord, c'est le socialisme, assurément, le judaïsme, mais tous ne se sentent pas juifs, hein, et tous ne se vivent pas comme juifs. Par exemple, Jules Mock, il est agnostique, il ne se vit pas comme juif. Mais il y a là l'esprit de la résistance. Et Ben Gurion sait que c'est dans la résistance, dans cet esprit de la résistance qu'il faut marquer les esprits, établir des liens. Il y a un esprit de la résistance, une fraternité d'armes qui revit ensuite à travers les réseaux favorables au sionisme. Et c'est cet esprit-là qui se poursuit. On le verra pendant l'affaire de l'Exodus, on le verra en 1956 aussi. Ce sont tous les résistants. Et cette fraternité d'armes qu'on veut exprimer dans le combat des Juifs pour leur État et pour l'immigration illégale. Le problème avec le cercle de Léon Blum, ce n'est pas de chance, c'est qu'ils sont très proches de Weizmann. Et ils épousent exactement les thèses contraires à Ben Gurion à ce moment-là, c'est-à-dire la modération, alors que Ben Gurion, lui, il est dans la confrontation avec Weizmann, avec les autorités mandataires. Alors, à Paris, il y a donc toute une géographie qui se met en place. Ben Gurion à l'hôtel Royal Monceau, c'est la géographie de la résistance sioniste. Le Mossad à l'hôtel Métropole, ce sont des activités clandestines, pas seulement, dès lors que Ben Gurion donc veut ouvrir et que le monde ouvre les yeux sur la question de l'immigration vers la Palestine. Mais ce n'est pas tout. Paris devient en août la vitrine du sionisme. Et du 1er au 5 août 1946 se tient à Paris, à l'hôtel Royal Monceau, c'est le lieu que choisit Ben Gurion, le congrès de l'exécutif élargi de l'agent juive. Ben Gurion le décide contre l'avis de Weizmann. Et là, il faut aussi, il peut le faire, là encore, grâce à la grande libéralité des Français. Parce que les Français vont permettre aux membres de l'agent juive qui sont dans l'Yishuv de venir à Paris. Et on délivre des visas, le consul général délivre des visas sans conditions préalables, tout se fait très facilement pour faire venir, par exemple, Golda Meir. On fait venir Golda Meir, on fait venir tous les membres de l'agent juif, les représentants du syndicat la Histadrut, tout le monde vient sauf Weizmann. Weizmann se fait représenter, mais il n'est pas là. C'est vraiment l'affaire de Ben Gurion, ce congrès. Et Ben Gurion fait un coup stratégique, politique assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets qui sont présentés à ce congrès, des projets d'État binational, un projet sur les deux rives du Jourdain, c'est un projet qui ressemble plutôt à ce que veulent les révisionnistes, justement l'Irgun sur les deux rives du Jourdain. Et contre toute attente, Ben Gurion arrive à faire voter, il fait voter un projet de partage de la Palestine mandataire en deux États. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce plan de partage? Ce sont deux États, un État juif et un État arabe en Palestine mandataire, un État arabe par exemple qui recevra aussi une enclave à Jaffa. Et à l'État arabe, on laisse par exemple Hébron, le caveau des patriarches. Jérusalem ne figure pas non plus dans le plan de partition de l'agent juive. Jérusalem, elle est internationalisée. Alors, c'est un coup stratégique de Ben Gurion. Pourquoi? Parce que d'abord, il le fait adopter sans le voter lui-même. Et il fait quelque chose qui est typiquement gaullien, c'est-à-dire qu'il se place au-dessus des partis. Et il apparaît non pas comme celui que d'abord il ne vote pas lui-même, il apparaît comme celui qui concilie à la fois les activistes, c'est sa nature en réalité, et c'est la ligne qu'il a choisie, mais aussi les modérés. Et donc,
avec ce plan de partage de l'agent juif qui est adopté, là, on pense que c'est un succès de Weizmann. Et non, c'est le triomphe de David Ben Gurion. C'est lui qui prend l'ascendant. Et il y a véritablement un basculement de leadership. Il arrive à fédérer activistes et modérés. Et l'enjeu, c'est le grand congrès sioniste à la fin de l'année. Et d'ailleurs, ça achèvera vraiment Weizmann, puisque à la fin de l'année, Ben Gurion, c'est vraiment le leader. Il s'impose comme le leader. Donc, vous voyez que Paris, c'est aussi la vitrine d'un renouveau du mouvement sioniste et un changement, un basculement de leadership avec un projet qui est porté par Ben Gurion. Alors, Paris, ça n'est pas simplement, et la France, ça n'est pas simplement le théâtre sur lequel le mouvement sioniste peut s'ébattre comme il veut. Sont aussi des acteurs, des décideurs, une opinion que Ben Gurion veut gagner. Il le dit, je voudrais dans un deuxième temps parler justement, est-ce que l'opinion est réceptive et comment il tente de gagner l'opinion à sa cause. Il le dit dans son journal dès mai 45. En France, il y a plusieurs tâches, l'immigration avec ou sans autorisation, faire venir des adolescents et des enfants, propager le sionisme, c'est une tâche en France, et puis gagner la France, le gouvernement et l'opinion publique au sionisme. Il le fait. Comment il le fait? Alors, il le fait d'abord, lui-même, alors qu'il est dans des opérations plutôt clandestines, lui-même va devoir se justifier. Il va devoir aussi parler et il donne une conférence de presse très importante, c'est le 4 juillet 46 à Paris. Très intéressante cette conférence de presse, parce que vous allez voir, il y a tout un lexique, un registre finement choisi. Il dit Ben Gurion, « Ici, je ne suis qu'un visiteur en pays ami. La France à laquelle toute personne civilisée appartenant à n'importe quelle nation est redevable de tout ce qu'elle a donné au monde depuis l'an 1789 jusqu'à nos jours. Nous devons rendre un hommage particulier à la France nouvelle, ressuscitée par le feu du mouvement de la résistance, sous la direction du général de Gaulle et de ses adhérents. Une grande mission incombe à la France en vue de renforcer la paix dans le monde et de lier l'Orient à l'Occident. Je me garderai donc de dire quoi que ce soit qui puisse peser sur la situation du gouvernement. Je me suis permis de parler de la tragédie sanglante en Palestine et du conflit tragique qui existe entre le peuple juif et l'Angleterre, car ce conflit intéresse le monde entier et la France. Et il termine, la France est une puissance qui doit dire son mot, comme d'ailleurs tous les peuples et pays, grands ou petits, et la France doit savoir la vérité sur la tragédie palestinienne. Et donc on voit là, à la fois, il dit je me garderai bien de dire quoi que ce soit, il ne veut pas s'ingérer dans les affaires françaises. Il sait que dans cette guerre, il le dit, entre le peuple juif et l'Angleterre, la France ne va pas prendre parti tout de suite. La France est liée aux Britanniques, évidemment. Et il a recours à tout ce lexique de la résistance, un visiteur en pays ami, la France de 1789. Et pour gagner les cœurs, vraiment, c'est dans cette France, qu'est-ce qu'incarne la France alors? C'est le pays des Lumières, le pays de la Révolution, des droits de l'homme. La France, c'est le pays de la première émancipation des Juifs. Et ça, Ben Gurion, il va le redire et il va l'utiliser dans chacun de ses discours. Et puis, c'est aussi, évidemment, la France de la résistance. Il parle de Gaulle et de ses adhérents parce que De Gaulle n'est plus là, oui, il est parti, mais reste toute cette France résistance qu'il souhaite gagner. Et il exalte l'esprit de la résistance. Dans tous ses discours, il va comparer, il va avoir recours à ce discours résistant et à la guerre, par exemple. Il compare la politique britannique à des pogroms. Le samedi noir, c'était un pogrom selon lui. Il refuse, dit-il, d'être un nouveau Pétain. Et par exemple, son grand programme à la fin de l'année 46, ce sera
ni Masada, ni Vichy. C'est l'intitulé officiel de son programme. Ni le suicide, mais ni Vichy, ce ne sera pas la collaboration et la soumission. Il n'est pas le seul, Ben Gurion, à ce moment-là, à avoir recours au discours de la résistance. D'autres le font, et qui le fait, ce sont les révisionnistes. C'est l'Irgun, Menachem Begin, les révisionnistes qui sont à Paris et qui investissent aussi à ce moment-là Paris. D'ailleurs, ils le font en réaction au Congrès et après avoir vu que Ben Gurion intervenait à Paris. Et les révisionnistes, ils ont aussi une machine de propagande très efficace à Paris. D'abord, ils ont la Ligue française pour la Palestine libre, sous la direction d'Albert Stara, et ils s'installent, les révisionnistes, à l'hôtel Lutetia. Et à l'hôtel Lutetia, c'est là que, alors ça figure sur tous les tracts, l'hôtel Lutetia, c'est là qu'ils envoient, qu'ils font leurs tracts, qu'ils créent leur revue. Ils vont faire une revue, 15 000 exemplaires de la revue, une revue d'un très haut niveau. C'est Clara Malraux qui s'occupe de la rubrique littéraire de la revue des révisionnistes, de l'Irgun. Et ils font une brochure, je vous dis, ils puisent dans le même discours que Ben Gurion. En septembre 1946, la première brochure en français de l'Irgun, c'est « Voici la résistance, l'armée hébraïque de la libération de la Palestine ». Et dans les tracts de l'Irgun, il se présente comme une formation de commando qui agit dans le même sens que le combat livré par les maquis français contre l'envahisseur allemand. Alors bien sûr, on pourrait se dire, évidemment, tout cela est très facile, c'est soit hypocrite, ça peut être hypocrite, hein, un recours abusif à tout ce lexique de la résistance, ou bien très naïf. Je pense pour ma part que tout cela, chez Ben Gurion comme chez les révisionnistes, il y a un discours très romantique autour de l'esprit de la résistance, autour de la France humaniste, la France des Lumières, et c'est un recours, un usage absolument pragmatique. Tout ça, ça fonctionne sur un mode empathique, c'est-à-dire que c'est très sentimental, mais évidemment, ça n'est absolument pas désintéressé. Et pour le mouvement sioniste, d'abord, il y a un besoin de filiation. Un besoin de filiation dans ce discours résistant. Il faut se trouver des frères d'armes en France, dans le cercle de Blum, dans les réseaux gaullistes, mais également, à travers cette filiation, il y a tout ce que cela induit, c'est-à-dire le devoir de reconnaissance. D'ailleurs, les sionistes étaient les premiers à reconnaître, avant les Américains, le gouvernement provisoire de De Gaulle. Et donc, il y a cette reconnaissance inverse maintenant, ce devoir de reconnaissance. Nous nous sentons frères d'armes, nous nous comprenons, et bien à présent, il faut reconnaître le mouvement sioniste, appuyer l'immigration et appuyer le projet sioniste, le projet de la Jointe juive en terre d'Israël. Et alors, est-ce que tout ça marche? C'est ma dernière question et je terminerai là-dessus. Est-ce que vraiment l'opinion s'ouvre au sionisme? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que les décideurs bouleversent leur stratégie? Alors déjà, de façon très intéressante, il y a un basculement dans l'opinion et on le voit bien à travers les journaux. Par exemple, le discours résistant, il marche très bien dans les journaux. Le journal Combat, je reste toujours en 1946, eh bien, il parle des combattants juifs comme des partisans. La Croix, par exemple, le journal La Croix décrit la très respectable Haganah, l'armée de la Jointe juive, mais aussi l'Irgun, qui est plutôt l'organisation paramilitaire terroriste qui fait des actions terroristes. Eh bien, le journal La Croix parle du maquis juif de l'Irgun. Le journal Le Soir publie fin 1946 un entretien avec le chef du groupe Stern et il écrit le soir titre « Étrange coïncidence », on les appelle aussi les FFI, Fighters for the Freedom of Israel.
Donc tout ce discours, évidemment, marche et marque l'opinion. Et à ce moment-là, la France, elle passe d'une méconnaissance du sionisme à sa reconnaissance, à une reconnaissance du sionisme. C'est une reconnaissance qui n'est pas totale, elle est loin d'être complète. Les Français méconnaissent toujours autant les racines du sionisme, l'histoire du sionisme et le fait que c'est une idéologie, la sécularisation du peuple juif en terre d'Israël, tout ça reste méconnu des Français. Mais les Français, l'opinion s'ouvre au sionisme et puis l'idée aussi se diffuse à travers un sentiment de culpabilité, évidemment. Et on en a parlé déjà, hein, on en a parlé la semaine dernière, c'est le triple sentiment de culpabilité français, le triple péché français, Munich, la débâcle, Vichy, tout cela fait que les Français aussi s'intéressent et appuient le projet sioniste. L'image aussi véhiculée, c'est celle du juif errant. À travers ces bateaux, justement, de l'immigration clandestine, de l'Alia, il y a cette image du juif errant. En réalité, le juif errant, c'est tout ce que déteste Ben Gurion. Il abhorre, il exècre cette image du juif errant, du juif victimaire, le juif européen. Pour lui, c'est un juif qui a été passif. Et il ira même Ben Gurion jusqu'à tourner le dos à l'Europe, à l'impuissance des ghettos et à toute cette image misérabilis qu'il rejette. En décembre 1946, il viendra au Congrès juif en disant « nous ne venons pas en mendiant ». Évidemment, dans le même temps, il utilise l'immigration illégale et il joue là-dessus en montrant évidemment la tragédie des Juifs à travers l'immigration, les bateaux de réfugiés qui tentent en vain d'arriver en terre promise. Donc, il joue aussi un double jeu, évidemment. L'image du sionisme, elle se diffuse aussi dans l'opinion à travers une autre figure très importante, c'est celle du pionnier. Et du pionnier combattant. C'est le pionnier avec aussi son fusil à l'épaule. Et il y a des reportages extraordinaires qu'on voit à la fin 46, début 47, sur les pionniers en Palestine. Un reportage, par exemple, des actualités françaises de janvier 47, assez extraordinaire, sur la colonie de Neve Ilan à l'entrée de Jérusalem, qui a été fondée par des Juifs d'origine française. Et ce reportage, donc, on est janvier 47, ce reportage, il suit un document un reportage sur des habitants en France, dans l'île d'Origny, qui s'occupent de terres dévastées par les nazis. Et c'est intéressant parce que la voix off fait exactement la transition. Et la voix off dit, à propos de Neve Ilan, en Palestine, la colonie française de Neve Ilan, fondée par une quarantaine de jeunes israélites d'origine française, est fondée sur le même esprit, l'esprit résistant. De cette terre hostile et pierreuse, la colonie de Neve Ilan veut faire sortir des cultures prospères, des prairies, des forêts, lourdes tâches. Mais cette jeune troupe a du courage. De ces bâtisses dressées comme un fortin au sommet du colline et que surmonte le drapeau sioniste cravaté de tricolore, il réédite la vieille aventure des gagneurs de terre. On voit qu'il y a là un fossé avec, vous savez, le Mishmar qui disait en 1945 « un vent froid souffle sur le sionisme en France ». Non, là, vraiment, l'opinion s'ouvre, mais est-ce que les décideurs changent pour autant leur position? Alors, il y a un mouvement qui naît au travers des décideurs, dans les cercles autour de Léon Blum, hein, qui vont aider le mouvement sioniste. On les retrouvera ensuite au moment de l'affaire de l'Exodus. Aussi, les révisionnistes aussi arrivent à capter des décideurs au centre, les radicaux aussi. Il y aura un mouvement en faveur de l'Irgun, un mouvement d'ailleurs qui va à la fois fédérer Aron et Sartre qui vont pétitionner en faveur de la Ligue française pour la Palestine libre. Donc on voit qu'il y a tout un mouvement.
Est-ce qu'il y a un changement au Quai d'Orsay? Il y a un changement de terminologie. On croit toujours que le Quai d'Orsay est absolument fermé. Non. Fin 46, il y a un changement. Par exemple, un changement dans la terminologie à propos des combattants. En fin 44, au Quai d'Orsay, je peux le voir dans les archives françaises, hein, fin 44, l'Haganah, l'Irgun, le groupe Stern sont classés dans la rubrique formation paramilitaire et terroriste. Eh bien, en 46, fin 46, ils sont regroupés sous le vocable groupement clandestin de résistance juive. Donc, même au Quai d'Orsay, certains aussi changent leur façon de voir. Fin 46, par exemple, sur l'Irgun, il y a une note du Quai d'Orsay qui est extraordinaire, qui analyse le manifeste de l'Irgun. Je lis un extrait, fin 46. Le manifeste de l'Irgun témoigne d'une pensée vigoureuse et réaliste. Il amène à mieux faire comprendre un type d'homme que la qualification de terroriste réduit à une simple caricature. Le soldat politique prolongeant ou plutôt se substituant momentanément aux pionniers que la Palestine juive a vu se réinstaller sur son sol dans la lutte pour la renaissance d'une nation. On est là dans tous les thèmes qu'a charrié Ben Gurion dans son discours, les révisionnistes aussi, et on voit cela paye même au Quai d'Orsay. Qui est le signataire de cette note? Eh bien, c'est Albert Ventier, qui sera le consul à Tel Aviv et qui sera envoyé d'ailleurs en éclaireur avant la reconnaissance française de l'État d'Israël. Est-ce que c'est suffisant pour changer la ligne politique? Évidemment non. En fin 46, le passage de Gaulle en France, et de Ben Gurion en France, et cet épisode d'avril à novembre 46 en France n'est pas suffisant pour changer les choses. Alors on a vu qu'il y avait une très grande libéralité des Français, mais qui est en fait une tolérance aussi contre les Britanniques. Pour les Français, et là pour les diplomates, eh bien, le Levant, ça reste essentiellement Beyrouth, Damas. Il n'y a pas d'intérêt direct en Palestine, sinon le réseau religieux, Jérusalem. La France, en quelque sorte, c'est la fille aînée de l'Église en Terre Sainte. Elle est laïque en France, mais elle est ici fille aînée de l'Église. Alors, en conclusion, je dirais que cet épisode de Ben Gurion à Paris, il inaugure vraiment les relations entre la France et Israël. On voit que Paris est investi, capitale, base arrière de la révolte en Palestine, capitale européenne de l'immigration, même temporairement vitrine du sionisme. Elle incarne un basculement, un changement stratégique de leadership au sein du mouvement sioniste, un changement de choix stratégique que fait Ben Gurion lui-même. Et on voit que ce n'est pas suffisant pour convaincre le Quai d'Orsay qui oscille toujours entre tolérance, indifférence et ne se prononce pas. Mais néanmoins, on a pu voir que se dessinaient trois France. Alors on dit souvent qu'il y a le Quai d'Orsay et puis le reste. Hein. En fait, je pense que se dessinent ici trois France. D'abord, il y a la France, cette France humaniste, cette France résistante, qui est portée par l'esprit de la résistance, qui porte haut les valeurs humanistes, universalistes de la France, et qui va aider, qui va soutenir et qui va vouloir la reconnaissance de l'État d'Israël, le soutien à la fondation de l'État d'Israël et ensuite au jeune État. Cette France-là, on la voit en 46. Mais en 46, il y a aussi la France, puissance méditerranéenne, évidemment, c'est l'Empire français, il reste encore une présence au Liban, mais la France a des intérêts dans le monde arabe qu'elle veut absolument conserver, la politique du Quai d'Orsay, mais pas seulement. Et puis, il y a aussi cette France, j'en parlais un instant, fille aînée de l'Église, qui ne voit la question de Palestine qu'au prisme de ce qui se déroulera sur le terrain pour son réseau d'œuvres chrétiennes, hospitalières, scolaires, et aussi pour Jérusalem. Cette France, fille aînée de l'Église, elle veut que Jérusalem soit internationalisée. Eh bien, ces trois France, il faut, dans la politique française,
il faudra trouver un compromis permanent entre ces trois France. Elles vont s'opposer, toujours tanguer. Quelquefois, les Français, solution de facilité, vont choisir la neutralité, mais il leur faudra bien aussi se décider, notamment quand en 1947, eh bien, il faudra se prononcer, voter sur la question de Palestine. Mais ces trois France, eh bien, on les voit aussi quelquefois chez les décideurs eux-mêmes. Et par exemple, de Preux, le symbole même de cette France humaniste et résistante, le ministre de l'Exodus, eh bien, il sera le premier aussi, en mai 1948, à dire il ne faut pas tout de suite reconnaître l'État d'Israël. Nous ne pouvons pas le faire en raison des intérêts français dans le monde arabe. Et ça, je le verrai à la rentrée, lors du séminaire, comme on dit, en présentiel, parce que pour continuer ce séminaire sur les relations France-Israël, eh bien, la première séance, elle sera consacrée justement à l'affaire de l'Exodus. Merci beaucoup Frédéric. Vraiment, merci beaucoup, c'est passionnant. En plus, c'est un épisode effectivement… On ne vous entend pas, Roselyne. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas… Non, c'est bon, là. C'est bon. Ah oui. Oui. Vous m'entendez là maintenant? Ou toujours pas? Pardon. Non? Si, c'est parfait, c'est parfait. Okay. Pardon. Oui. Non, c'est bon. Non, mais juste, voilà, j'étais en train de vous dire que c'était passionnant et en plus, c'est vrai que cet épisode est peut-être moins connu, en effet, mais on voit quand même l'importance finalement de ces prémices. Hein, on voit bien, vous avez très bien expliqué vraiment les fondements finalement de cette relation. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, on a une question qui a été posée. Voilà, alors attendez, vous avez donc… voilà. Oui, alors vous avez une question, donc, qui sont les grandes figures juives qui soutiennent et ceux qui réfutent la création d'État d'Israël au cours de cet épisode? C'est peut-être un peu large, hein. C'est peut-être un petit peu large comme… je vais donner un ou deux exemples, en fait. Les grandes figures juives, par exemple, parmi les décideurs, c'est, j'ai dit, André Blumel, évidemment, il y a Jules Mox, ce sont des grandes figures, mais les décideurs, c'est intéressant, ne le font peut-être pas en qualité de juifs. On est là, c'est un judaïsme qui est vécu comme un humanisme. Et en fait, on souhaite la création d'un État juif en terre d'Israël, mais certains ne le font pas en qualité de juif. Jules Mock disait lui-même, je le fais pour soutenir les victimes de la Shoah, après la tragédie de la Shoah, mais les juifs français, ce sont des juifs très républicains, très attachés à la France, et surtout, c'est ceux qui sont dans le cercle de Léon Blum, qui sont des républicains, et ne sont pas sionistes en réalité, ils ne le sont pas pour eux-mêmes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, ils sont plutôt philo-sionistes, et je ne les décris pas comme sionistes eux-mêmes. Et ils rejoignent un peu, par exemple, l'Alliance israélite. Oui, l'Alliance israélite, exactement. Voilà, l'Alliance israélite n'est pas sioniste dans le sens où on ne souhaite pas l'immigration des Juifs français. Au contraire, les Juifs français, les Français juifs, ce sont les plus républicains des Français, très attachés à la France et aux valeurs de la France, et aussi tout cet esprit des valeurs humanistes, je l'ai dit. Et donc, parmi ceux qui s'y opposent, peut-être l'Alliance israélite, mais l'Alliance israélite, en 1946, elle travaille énormément pour le dessein, pour le projet sioniste. Et René Cassin alerte l'opinion, René Cassin alerte Bidault, par exemple, et les gouvernements successifs, et notamment sur la question des réfugiés, et des réfugiés, des personnes déplacées qui viennent des camps, les rescapés de la Shoah. Donc c'est là-dessus que ça se joue, mais pas pour la communauté française. Oui.
Alors, la dame qui demandait tout à l'heure, qui posait cette question, en fait, précise un petit peu, elle souhaitait savoir s'il y avait des artistes, des journalistes juifs, en fait, de l'époque. Bon, oui, évidemment, il y avait des journalistes juifs. En 1946, il y avait, non, mais il y avait évidemment des journalistes, des figures importantes, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit au travers de la judaïcité que ça s'exprime. Les Français et même les journalistes ne le feront pas en tant que juifs. Hein. Ils vont vivre là une œuvre pionnière, l'installation des pionniers, et aussi cet esprit pionnier résistant en Palestine, mais pas en tant que juif. Les journalistes que j'ai à l'esprit à présent, ce sont ceux des grands titres de la presse, mais pas comme juifs. Peut-être, Roselyne, si je peux me permettre une question. Oui. Frédéric, merci beaucoup, c'est très intéressant. En fait, la France a beaucoup soutenu ces chefs de sionistes, et même Yitzhak Shamir de Stern a été en France, je crois, quelque temps, oui, dans cette période. Est-ce que la France a été inquiétée à l'ONU là-dessus? Comment se passait cette position de soutenir des, entre guillemets, terroristes à l'époque, Ben Gurion et... Oui, oui. C'est un problème avec la communauté internationale? La communauté internationale... ou à l'ONU? Oui, oui. Pas à l'ONU vraiment, mais je pense là tout de suite à l'Angleterre. Parce qu'évidemment, l'allié britannique voit très bien que des opérations sont conduites en France et Bevin va dire en 1946, alors il y a une réception qui est donnée en l'honneur de Léon Blum, et Bevin va aller voir l'ambassadeur français, Massigli, et lui dit arrêtez les opérations en France, la France couvre des opérations terroristes, elles sont menées sur le sol français. Et donc ça, c'est un problème majeur pour la France, parce qu'il y a cette volonté de jouer un tour à la perfide Albion, mais les Français ne veulent pas aller évidemment au clash direct avec les Britanniques, ils en ont besoin, d'autant plus qu'au Quai d'Orsay à ce moment-là, ce sont de très proches, vraiment pro-britanniques. Mais par exemple, on le verra aussi au moment de l'affaire de l'Exodus. L'affaire de l'Exodus, c'est, et ce sera, je le montrerai dans le séminaire, l'affaire de l'Exodus, on le voit souvent comme une affaire qui se déroule sur le sol français. La France est un théâtre et c'est une lutte entre les autorités britanniques et le mouvement sioniste. Et en réalité, il y a une guerre, il y a une confrontation aussi entre les Français et les Britanniques. Et une vraie crise, qui était une crise diplomatique, une crise politique. Et ça sera vraiment un tournant important. Les Français ne sont pas inquiétés eux-mêmes, il n'y a pas de sanctions, ou on ne reproche pas en Français de le faire, mais ça nuit, et ça va nuire à ses relations avec les Britanniques. Oui. Merci beaucoup, Frédéric Chilot. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc nous attendrons tous finalement de vous retrouver donc à la rentrée, à l'automne, pour les séminaires Joseph Kessel en présentiel. Et puis, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour 2 rencontres avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte, qui lui va nous parler, donc en tout cas sur la prochaine rencontre, faire un comparatif, en fait une analyse comparée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Voilà, donc c'est un beau programme aussi à venir et nous vous espérons donc avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Merci Roselyne. Merci à vous. Bonsoir. Au revoir. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Au revoir. Bravo. Au revoir Sophia. Ben Gurion, le Parisien,
C'est nouveau, c'est un nouveau concept. Oui, c'est formidable. Et pas n'importe où. Hein. Au revoir. Shimon Peres l'a été aussi.